الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء أرحب بكل الحاضرين معنا وكل الذين استجابوا لدعوتنا بحضور ومناقشة هذه الندوة التي تحيي ذكرى فاصلة ومحورية في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الثورة الجزائرية، ولكنها كذلك هي ذكرى أليمة على قلوب كل الجزائريين حينما نستذكر أولئك المئات الذين قتلوا على أيدي الشرطة الفرنسية لأنهم خرجوا فقط في مظاهرات سلمية تندد بالعنصرية التي فرضها عليهم الاستعمار الفرنسي بعد فضل حظر التجول من طرف محافظ شرطة لاسان في ذلك الوقت السفاح موريس بابون، الذي خص الجزائريين دون غيرهم ومنعهم من الخروج وحظر عليهم التجوال من 8 مساء إلى غاية 5 صباحا. وطبعا جبهة التحرير الوطني وفي إطار حربها الدبلوماسية وحربها في الأرض ضد الاستعمار الفرنسي استطاعت أن تبين فظاعة الاستعمار الفرنسي الذي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لا يمكن إلا أن نعتبرها جريمة دولة بكل المقاييس قامت بها الدولة الاستعمارية في ذلك الوقت. ولمناقشة هذه الذكرى الأليمة بعد الترحيب بكم جميعا استضفنا لكم السيد مخلوف عولي، هو من المجاهدين الأوائل وقد شغل كذلك مسؤول في فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، وهو كذلك عضو مؤسس لمؤسسة 8 ماي 45، ومن الذين قاضوا الحكومة الفرنسية أمام المحاكم الأوروبية، وهو اليوم إطار سامي متقاعد. لن أطيل عليكم وأحيل الكلمة إلى السيد مخلوف. شكرا. قبل كل شيء منكم سمحوا لي نتكلم باللغة الفرنسية. Avant d'entamer directement le sujet, je voudrais, si possible, que ce soit quelque chose d'interactif. Ce n'est pas une conférence académique, quelque chose d'interactif qui ait des échanges entre nous. Mais avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de tous nos chouhadas de 1830 à ce jour, de tous ces chouhadas, de toutes ces personnes qui ont payé de leur vie, qui ont consenti le plus gros sacrifice pour que l'Algérie reste debout et restera toujours debout. Pour comprendre les manifestations du 17 octobre 1961, je pense qu'il est utile de remonter dans l'histoire et situer l'apport de toutes les migrations depuis qu'elle était devenue immigration. Vous savez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale plutôt, 14-18, la France avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, où la trouver, où la puiser, si ce n'est dans les anciennes colonies, notamment l'Algérie. C'est comme ça donc que les Algériens ont commencé à s'installer en France, y travailler, et bien entendu pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est en contact avec l'environnement français, politique et surtout syndical, que les Algériens, déjà imbibés, bien entendu, de la notion de patriotisme, de la revendication de l'indépendance de l'Algérie, ont pu affûter leurs armes.
On ne peut pas parler du mouvement national si on ne cite pas l'émir Khalid, Rabbi Rahmoud, qu'on a totalement zappé, qu'on a totalement occulté. Or, le premier réveil, c'était précisément avec le petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khalid. Donc, cette notion, comment dirais-je, de lutte nationale, pour moi, a pris naissance avec l'émir Khalid. Sont venus ensuite l'étoile nord-africaine et le PPA, jusqu'à aboutir, bien entendu, au FLN. Le problème, maintenant, du 17 octobre, on ne peut pas en parler si on ne parle pas de la Fédération de France du FLN. Dès qu'il y a eu le déclenchement de la guerre de libération en Algérie, les immigrés, ou du moins l'élite, a commencé donc à faire les préparatifs nécessaires pour participer à ce soulèvement d'indépendance. Pour l'histoire, je dirais que lorsqu'il y a eu l'éclatement de l'organisation spéciale, vous savez dans quelles conditions a été découverte l'organisation spéciale, ici en Algérie, le coup de Tébessa, les dénonciations, beaucoup de membres de l'OS se sont retrouvés en France. On peut citer Dibou Chmoura, Massas, Habashi, et beaucoup d'autres qui étaient plus membres de l'organisation spéciale. Donc, ils étaient au courant de ce qui allait se passer. S'ils n'étaient pas mis dans le secret, ils devinaient qu'ils avaient des contacts. Avant donc, même le déclenchement du 1er novembre 1954, ses frères entretenaient des relations entre eux, se voyaient parce qu'ils étaient tous sachets et s'entraidaient. Je citerai le nom de Moudjahel, maquisard depuis 1947, Saïd Mouzaline, Rabbi Rahmoud. C'est le dernier poste qu'il a occupé pendant la guerre de libération. C'était l'ambassadeur du GPRA à Madrid. Est venu en Algérie pour s'enquérir de ce qui allait se passer. C'est un événement que je raconte souvent, surtout pour nos jeunes, parce qu'il est significatif de la détermination des jeunes de l'époque. Il faut quand même se rappeler qu'ils avaient la trentaine à peine. Saïd Mouzaline est venu en octobre 1954, ici en Algérie, pour prendre contact avec d'anciens maquisards comme lui, notamment Amran et Kirim El-Qassem, Rabbi Rahmoud. Il avait un contact ici à Alger avec un ancien maquisard également, et ils se sont vus, se sont rencontrés à la gare de Laga. Malheureusement, il y avait un traître qui avait reconnu ce maquisard. Il s'était mis à crier. Saïd Mouzaline, avec le sang-froid qu'il avait, et surtout la culture de la clandestinité du PPA, il dit, ce n'est pas moi qui suis visé, je reste sur place. Avec Issel, la gare de Laga, poursuivi par deux inspecteurs de la DST, l'impasse de la Marie. Il n'avait pas où aller. Il monte dans un immeuble au dernier étage, il sort un revolver parce qu'il était armé,
il s'était mis à tirer, et la dernière balle, il s'est logé dans la tête. Le pourquoi de la chose, pour moi, c'est pour ne pas avoir à dire que le 1er novembre, il allait y avoir le déclenchement de la guerre de libération. C'est dire l'héroïsme de ceux qui ont décidé de déclencher le 1er novembre 1954. Si Saad Mouzarine, quand il a vu donc quelques-uns des dirigeants de la guerre de libération, est reparti en France avec la proclamation du 1er novembre, qui, tenez-vous bien, a été tiré par un ancien résistant français. Et ce même résistant français a offert la première mitraillette avec la résistance au mouvement national algérien. Donc, progressivement, s'est constituée la Fédération de France du FLN. Je ne veux pas trop m'attarder sur les principales étapes de cette constitution. Je m'arrête plutôt, je commencerai à partir de l'arrivée de Sia Omar Boudaoui en 1957, qui lui a commencé à structurer d'une façon beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique, la Fédération de France. La Fédération de France a été structurée comme un véritable État. Il y avait l'organisation principale qui consistait, bien entendu, à encadrer tous les Algériens, mais également à s'occuper de la vie quasi quotidienne de ces Algériens. Ils ont créé plusieurs commissions, la commission d'hygiène, qui veillait à ce que dans les hôtels algériens, locataires algériens, qu'il y ait un minimum, comment dirais-je, d'hygiène, commission également de justice, qui arbitrait les différends entre les Algériens. Il y avait également l'organisation de ce qu'on appelait les groupes de choc. Mais la mission principale de la Fédération, deux missions principales de la Fédération de France, ça a été la question financière et également politique. La situation financière, quand il y a eu le déclenchement de la guerre de libération, vous savez qu'il y a eu quelques doutes sur les auteurs du déclenchement de la guerre de libération, Messali et Kenouchour, Adoumannas Jdud, qui ont décidé de déclencher, à quel sens se vouait ce meurtre. La sagesse de nos compatriotes à l'étranger, ils ont dit pour nous, les Moudjahidines, c'est ceux qui sont dans le maquis. Et ceux en qui nous pouvons avoir confiance, ce sont les gens de chez nous. Je suis tel endroit, je sais qu'à tel endroit il y a le Moudjahid, un tel. Donc nous allons collecter des fonds et on les envoie dans les villages, dans les quartiers, etc. Ce n'est qu'après donc, à partir de 1957, à l'arrivée de Sia Omar Boudaoui, qu'il y a eu une organisation, comment dirais-je, systématique de toute l'immigration algérienne, les opérations de quadrillage aller d'hôtel en hôtel pour organiser les Algériens, les structurer. À partir de ce moment-là, toutes les cotisations des Algériens étaient payées sur place à la Fédération de France du FLN. Pour rappel, ça a été dit à plusieurs reprises, la Fédération de France assurait 80% du budget de fonctionnement de la guerre de libération, du taux de CCE et du GPRA. Sur le plan politique, c'est l'action entreprise dans les usines, par des ouvriers, en direction des syndicats,
mais également entreprise par l'élite, dont notamment Mohamed Talbi Brahimi, Salah Louanchi, le Bjaoui, en direction de l'élite française des intellectuels. C'est comme ça qu'ont commencé à se constituer ce qu'on appelle les réseaux de soutien au FLN. Donc, la Fédération de France, ce problème d'organisation, ce problème politique en direction de l'élite française, mais également sur le plan international. Si, lorsqu'il y a eu la réunion de l'ONU, en 1958, il y a eu la publication d'un livre qui a fait sensation, c'est La gangrène, dont l'un des co-auteurs est Bachir Boumaza, sur précisément les tortures qui ont été subies par Bachir Boumaza, Moussa Qbaili, Francis, Khidar, qui n'a rien à voir avec le Khidar, c'est un militant et bien entendu, ce qu'on peut appeler maintenant l'agite-propre, c'est donc la propagande, distribution des tracts, des réunions, etc., etc. On ne peut pas parler de la Fédération de France si on ne parle pas des actions armées qui ont été entreprises. Au début, lorsque nous avions été victimes des attaques messanistes, beaucoup essayent de, c'est mon opinion publique et j'y tiens, beaucoup actuellement essaient de réhabiliter Messali. Messali jusqu'à 1954, oui. Mais à partir de 1954, pour moi personnellement, et j'assume de dire, a joué un rôle plutôt néfaste. Pour, pas la petite histoire, la grande histoire, beaucoup disent qu'il a été l'initiateur du 1er novembre 1954, ce qui est tout à fait faux, puisque sa propre fille, dans un documentaire télévisé, je ne sais pas si c'est sur les chaînes françaises ou algériennes, a raconté l'anecdote suivante. Je me trouve avec mon père dans un restaurant début novembre. J'étais entre un ancien militant du PECAR. Il va saluer M. Nissan en lui disant Alhamdoulilah, tout ce qui s'ensuit. Il n'était même pas. Ça, ce sont les dires de sa fille, et on peut vérifier ce que j'avance là en rediffusant ce documentaire. Ce rôle néfaste également, on va y arriver en parlant du 17 octobre, c'est lorsque les Français, pour brouiller les cartes et nier la représentativité du FLN, a voulu associer les messanistes. Celui qui a été contre, qui est rentré ensuite en Algérie, il a été employé à la préfecture d'Alger, c'était Mounay Memba. Non, moi je refuse de participer parce que c'est le FLN qui a déclenché, c'est le FLN qui a lutté. Donc si vous voulez un interlocuteur, c'est le FLN. Donc, pour revenir au groupe de choc, les premières actions qui ont été entreprises l'ont été par les messanistes. Et par la suite, il fallait bien se défendre. Et il faut dénoncer également la complicité police-messaniste. C'est des faits vérifiables, c'est des faits authentiques. Nier ces vérités, c'est tourner le dos à l'histoire. Donc, les actions, je ne parle pas des actions personnalisées. Je dirais tout d'abord, en direction de Français, que nous n'avons jamais ciblé des civils, nous n'avons même pas ciblé des policiers, ce qu'on appelle maintenant des îlotiers ou la Haja, mais uniquement des gens nuisibles à la guerre de libération algérienne.
si un policier a été tué parce qu'il a fait un excès de zèle, parce qu'il devenait menaçant à l'égard du FLN, donc la guerre de libération. Le fait le plus marquant, c'est là, parce qu'en France, il y a eu, si vous voulez, l'ouverture de 2 fronts. Il y a eu l'ouverture d'un front militaire. Ce sont les actions du 25 août 1958. L'ouverture de ce second front est caractérisée notamment par l'incendie de Mourpian. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est l'attentat dirigé avant contre Alishker. Alors que René Coty était à côté, il aurait pu être descendu, mais Ben Seddouk avait reçu pour mission de tuer Alishker. Il a été tué. Bien entendu, si Ben Seddouk avait failli, il y avait quelqu'un qui était prêt à intervenir, c'était Al-Fassi. Vous m'excusez, j'ai oublié son nom, c'est Al-Fassi, mais son nom de famille, je l'ai oublié. Donc, lorsqu'il y a eu l'ouverture militaire du second front, c'était des objectifs stratégiques, militaires, économiques et autres, qui ont été visés. Mourpian, on venait de découvrir le pétrole et donc Mourpian. Et pour rendre justice à un homme, quand même, il faut le dire, c'est l'ancien ministre de l'énergie. Je commence à parler de Nabi Belkacem. De Msila. C'est lui qui a fait le plan de l'attaque. Contrairement à ce qui a été dit, il était en contact avec Bachir Boumaza. C'est lui qui a fait le plan situé là où il fallait déposer les bombes. Donc c'est Nabi Belkacem. Et je me souviens d'une anecdote, c'est Rabah Bouaziz qui disait à Bachir Boumaza, puisqu'il a fait ce plan, il faut que Nabi Belkacem participe. Lui, comment tu veux qu'il participe? C'est un intellectuel. Ça ne veut pas dire que les intellectuels sont peureux, mais on est bien d'accord. L'action armée, ce n'est pas lui, il a fait ce qu'il a pu faire. Il avait insisté. Alors c'est Bouaziz. Maintenant, si tu veux comme ça, toi et moi, nous participons aussi. Ça, c'est pour la petite anecdote. J'aurais voulu y aller à l'endroit de Nabi Belkacem apporter cette précision. Il y a eu la cartoucherie de Vincennes, dont le responsable, celui qui a mené, je dois dire en toute modestie, que j'ai participé dans les préparatifs. Celui qui a mené l'action directe, c'est Meherzi Youssef, un gars très courageux, il est toujours de ce monde, Rabbi et Taoul Amro. Je vois qu'il a mis de regarder un petit peu pour le temps, je comprends. Je ne veux pas trop m'étendre. Oui. Donc, et il y a eu un second front qui a été ouvert, c'est le front politique, caractérisé essentiellement par le 17 octobre 1961. Le 17 octobre 1961, si on ne le situe pas dans la progression du 8 mai 45, du 11 décembre 1960, c'est qu'on n'a rien compris. Il faut le situer dans cette trajectoire parce qu'il s'agit, pour les trois, il s'agit de mouvements populaires, la participation de tout le peuple, et ce sont 3 événements qui ont été déterminés pour l'avènement de l'indépendance algérienne. Le 8 mai 45 a été l'élément déclencheur de la guerre de libération. Je citais tout à l'heure avec les amis la parole, la phrase d'un des plus grands criminels du 8 mai 45, c'est du vin.
je vous ai gagné 10 ans de paix, ça n'a pas été 10 ans, 9 ans après, il y a eu le déclenchement de la guerre de libération. Le 11 décembre, c'était le peuple qui est sorti, affrontant, parce qu'il y a eu du mort, il ne faut pas l'oublier, beaucoup disent que c'est les gaullistes qui ont organisé ça. C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Il y a eu des morts. C'est lui, le GPR. Le FLN est notre représentant. Et le 17 octobre, ça a été cette émigration qui a tenu à affirmer sa participation et dire que bien que nous vivons en France, nous faisons partie intégrante du peuple algérien. Et on peut être fier de cette action parce que je crois que nous, Algériens, nous avons été les premiers à avoir porté non seulement la guerre dans le pays colonisateur, mais également avoir su réunir tous ces Algériens qui se trouvent là-bas pour dire Tahniya, Rana, Ma'al FLN, Rana, Ma'al GPRA, l'Istiqlal. Et il y a la combativité, le patriotisme des Algériens, même les détenus. À l'époque, moi j'étais en prison, j'étais déjà détenu. Nous avons la dernière grève de la faim que nous avons faite. Elle a duré 21 jours. Pourquoi? Pour un soutien précisément à ce qui s'était fait le 17 octobre, mais également que nous luttons avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire la grève de la faim. Il y a eu d'autres luttes qui ont été menées, l'alphabétisation, etc., etc. Donc, l'importance du 17 octobre, ça a été le dernier mouvement populaire algérien qui s'est déroulé en France. Ça a démontré sans équivoque que tous les Algériens voulaient l'indépendance et au niveau international, ça a été une démonstration extraordinaire. Les causes maintenant du 17 octobre 1961. Ça a été l'interdiction pour les Algériens pensant ainsi saper l'organisation FLN de sortir la nuit et de ne pas être plus de trop. Donc, cette discrimination raciale est une des causes. Il y avait également ce qu'on appelait les ratonnades. Il y a un excellent livre, je crois l'avoir déjà dit, de Marcel Péju, Abid Hamha, les Haki à Paris, et les ratonnades, qui parlaient précisément des sévices, des tortures, des rafles dont ont été l'objet les Algériens. Le sinistre patron, qui était alors préfet de police, pour mener cette tâche, a fait appel à des Harkis, qui se trouvaient en Algérie entre parenthèses, parmi les plus sinistres, et il les avait chargés de cette répression féroce. Était également en discussion avec les représentants du GPRA, les négociations pour mettre un terme à cette guerre qui n'a que trop duré. Souvenons-nous qu'il y a eu quand même la déclaration de Gaulle sur l'autodétermination du peuple algérien. Beaucoup, dans l'entourage même du général de Gaulle, on peut parler de Michel Debré, qui était ministre, Premier ministre, était contre l'abandon de l'Algérie française.
Et il multipliait donc des actions, des services au collège. La Fédération de France, face à cette attitude féroce des Français, ont décidé de faire sortir la population algérienne de Paris, comme dans la continuité, comme je l'ai dit, du 8 mai 1945 et du 11 décembre 1960. Donc, 17 octobre, les gens sont sortis en masse pour crier haut et fort la revendication de l'indépendance de l'Algérie, leur appartenance au FLN, bien entendu donc le soutien au GPRA. Ça a dégénéré quand, sur les grands boulevards de Paris, la police s'était mise à tirer. Le sinistre Papon a parlé de 2 morts, alors qu'en réalité, les chiffres dépassent facilement les 400. On va revenir sur ce point-là. Donc, les manifestations, toute la région parisienne, Paris notamment, ont été occupées par les manifestants, et l'ordre de tirer a vu, il y a eu le témoignage d'un grand journaliste américain, j'ai oublié le nom, mais si ça peut intéresser quelqu'un, je peux lui donner ensuite. Papon disait, pour un tué policier, tirer à vue, vous êtes couverts. Je ne vais pas trop m'allonger, j'aimerais pouvoir aborder, si vous voulez, l'aspect juridique de ce problème. Nous disons, au niveau de la fondation du 8 mai 1945, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime d'État. Un crime contre l'humanité, c'est quand on juge les gens en fonction de leur faciès. André Froissart, qui pourtant était loin d'être la tendance progressiste, disait le crime contre l'humanité, c'est quand on tue quelqu'un parce qu'il n'est pas comme soi. Bon, teint basané, les cheveux crépus ou la main à flèche, tirés à telle enseigne que François Maspero, qui éditait les livres clandestins du FLN à l'époque, a été bastonné parce qu'il avait un teint basané. Un ancien député algérien de Sétif, député de l'Assemblée nationale française, a été également bastonné parce qu'il avait le teint d'un Algérien. Et le délit de faciès. Le délit de faciès. Et à ce sujet, il y a quand même un témoignage d'un prix Nobel de la paix qui a été en contact avec les FLN, un Sud-Américain, Garcia Marquez, qui a relaté ces faits. Des Espagnols, des Portugais, des Italiens ont été bastonnés à cause de leur faciès. Donc c'est la caractéristique même du crime contre l'humanité. En ajoutant à ça, on nous appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie, puisque nous étions français. Donc c'est parce que nous étions musulmans